moi j'en ai pas. Détour après détour jusqu'au cul-de-sac, ça court dans la mauvaise direction. Discours minable et interminable d'analphabète autour de la question. Qui sommes-nous? Est-ce qu'on s'en va? Quand est-ce qu'on arrive et dans quelles conditions? Les guerres de clochers stériles dans ma nation fragile laissent un malaise profond. Parle-moi de ton pays, qu'est-ce que tu fais là-bas? Parle-moi de ton pays, moi j'en ai pas. Parle-moi de ta vie, de tes envies. Parle-moi de ton pays, moi j'en ai pas. D'élection en élection, des cons sans conviction augmentent en proportion. Aucune émotion à l'horizon, mais s'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de solution. La joie de vivre a disparu, comme le français dans rue, courtes sont les discussions. What? Quatrième émission d'une petite émission là, que j'ai pris l'habitude de vous préparer concernant le Wexit et tout ce qui entoure actuellement l'actualité du côté de l'Ouest canadien et de tout le débat là, que M. Jason Kenney et l'Alberta a entrepris à l'intérieur de la politique canadienne. Je laisse les gens arriver tranquillement à l'émission. Puis, c'est ça, on va avoir une émission d'environ une cinquantaine de minutes, juste avant le journal du soir avec François. Donc, je tenais à vous préciser là, certaines informations. Donc, l'émission, essentiellement, ce que je vais aborder avec vous autres en début, c'est la conférence là, du fédéral, la rencontre des 13 premiers ministres des provinces et des territoires du Canada qui se sont réunis chez Doug Ford en Ontario. Alors, ce n'était pas une réunion qui était prévue. Alors, en début d'émission, je vais vous donner un peu mes impressions face à cette rencontre et vous analyser avec vous un peu cette dynamique-là là, de cette rencontre qui marque un changement de cap là, du côté du Canada anglais. On semble vouloir éviter les sujets controversés. On a essayé de faire une petite réunion à l'eau de rose hier et aujourd'hui, et je vous parle de ça tantôt. Ensuite, pour continuer le beau débat que M. Brian Pallister nous a mis de force. C'est pas nous qui l'a demandé, c'est lui qui s'est invité dans la danse. M. Brian Pallister, qui jeudi a cru bon là, d'investir dans des publicités au Québec pour dénoncer le projet de loi 21 et invitant ceux qui se sentent brimés dans leur droit de déménager au Manitoba. M. Pallister a dépensé quelques dizaines de milliers de dollars dans nos médias québécois pour inviter les 21 bonnes raisons pour venir vivre au Manitoba. Donc, en deuxième partie, je vais vous parler de Brian Pallister, ce qui va m'emmener au dernier sujet, peut-être 10-15 minutes, pour vous parler d'un sujet, entre autres, je tiens à saluer Fabien Tremblay, qui m'a demandé c'est quoi ça, le mouvement orangiste. Fait que suite aux réactions de Brian Pallister et plusieurs réactions qu'on remarque actuellement au Canada anglais, je veux analyser ça avec vous. C'est quoi ce vieux fond xénophobe? Je dis, ça commence à ressembler à une phobie. Tous les histoires là, qui se montent actuellement du côté des premiers ministres. La popularité chez plusieurs politiciens là, du côté de l'Ouest canadien tient souvent sur des mythes qu'on lance à l'endroit des Québécois. Donc, je veux analyser avec vous
Et je veux tranquillement qu'ensemble, on apprenne tout ce qui entoure l'histoire du mouvement orangiste au Canada anglais. Essayez juste de vous faire un petit topo historique là, avec les connaissances que je possède sur le sujet, parce que pour moi aussi, je dois vous dire, il y a environ 1 an et demi, le mot WASP et mouvement orangiste, ça voulait rien, ça me disait rien. Je savais même pas de quoi il était question. Et je me suis intéressé dans les derniers mois au sujet. Puis je veux analyser avec vous les réactions de Brian Pallister, que Boukhar Diouf a dénoncé comme étant un multiculturalisme suprémaciste. Effectivement, la mentalité multiculturaliste de Brian Pallister expose que l'idée là, que la culture anglo-saxonne a un ascendant sur la québécoise et que ça frôle, et pas ça frôle, là, quand on essaie d'analyser de où vient la racine de ces propos-là, avec un petit topo là, sur l'histoire des orangistes au Canada anglais, va terminer l'émission. Donc, je vous ai dit en première partie d'émission que je vous parlerai d'un changement de cap que j'ai remarqué. Pour ceux qui suivent les émissions régulièrement à Radio Infocité, j'en ai parlé à l'émission dimanche avec Jean-Marc. Et on essaie, là, on a sorti la menace tout de suite après, même avant l'élection. Ça date, je vous dirais, là, de la campagne électorale en Alberta entre Jason Kenney et Mme Nolte, où c'était qui là, qui cassait le plus de sucre sur le dos des Québécois là, qui allaient remporter la victoire là-bas en Alberta. Donc, le signal là, que Jason Kenney a lancé suite à sa victoire, de se coller au mouvement séparatiste et d'essayer de menacer là, la Fédération canadienne, que si on ne changeait pas notre attitude face à l'Alberta, qu'entre autres, le Québec on allait leur couper la péréquation. Ils ont sorti toutes sortes de menaces. Entre autres, une grosse menace que Jason Kenney, en ce moment, on remarque que le Canada anglais là, patine de reculons là-dessus. Il avait menacé, si on ne remettait pas rapidement en question, après son élection, monsieur, de l'Alberta, si on ne remettait pas en question rapidement le calcul de la péréquation, que lui, il allait faire un référendum où il allait obliger le gouvernement canadien à réouvrir la Constitution canadienne pour revoir les méthodes de calcul de la péréquation. Bref, dans une propagande où on veut gagner une élection, où le sport national au Canada, c'est d'essayer de trouver nos problèmes au Québec, Jason Kenney a voulu se rendre populaire et là, il était pogné avec cette promesse-là. Ça s'est poursuivi avec Scheer, qui était le porte-parole, le boss, le candidat au Parti conservateur, Andrew Scheer, a porté ce message-là aussi pendant sa campagne électorale. Il nous a parlé d'un corridor énergétique pour essayer de nous faire oublier l'oléoduc. Mais quand on regardait, lui, comme tel, essayait de ne pas trop aborder la question, parlait toujours du corridor énergétique, même qu'il nous avait proposé dans ce corridor énergétique-là là, qu'on vendrait de l'électricité d'un côté et qu'on ferait passer le pétrole de l'autre bord. Aujourd'hui, en tout cas, puis monsieur Doug Ford, hier, nous a dit très clairement qu'il n'était pas intéressé à l'électricité québécoise, qu'il aimait mieux investir plusieurs milliards de dollars dans la réfection de ces centrales nucléaires. Et donc, c'est un choix que l'Ontario fait, mais qui
Pour ce qui est de l'émission des gaz à effet de serre, je ne sais pas comment ils calculent ça, là, mais il y a quelque chose là, dans l'exploitation d'une centrale nucléaire, c'est les déchets. Donc ça dure des milliers d'années. Alors, j'espère qu'on n'essayera pas aussi, au nom du Canada, de nous faire payer ça, les Québécois, les choix que les Ontariens ont faits. Bref, le corridor énergétique que les conservateurs ont voulu reprendre pendant la campagne électorale pour essayer de nous passer l'idée de l'oléoduc, ça n'a pas fonctionné. Et les menaces aussi, on voit que environ tout de suite après l'élection de M. Trudeau, là, ça a créé encore un gros... la menace albertaine, les Albertains, l'Ouest canadien était... regardez la carte électorale aujourd'hui. Il y a très peu de taches rouges à l'ouest de l'Ontario, même l'Ouest ontarien. Plus on va vers l'ouest, plus ça devient bleu. On a un pays complètement divisé. Mais je crois que les menaces de Jason Kenney, aidés de tous leurs amis premiers ministres qui se parlent entre eux autres et qui essaient là, de trouver toutes sortes de solutions à neuf pour mettre le Québec dans leur trou. Parce que vous voyez les attaques dans les dernières semaines, là, on ne se contente pas là, juste du côté de Jason Kenney là, de frapper sur le Québec. On se relaie, on se passe le relais un après l'autre. Ils sont 9 dans le ring. Imaginez-vous un peu un combat à 9 où ils se tapent dans la main pour changer, d'en mettre un frais dans le ring à toutes les fois. Donc, on voit un peu que c'est pas juste le fait là, d'une province. Plusieurs provinces là, nous pointent du doigt et nous voient là, comme vraiment ceux qui bloquent là, le développement de ce beau Canada-là multiculturel. En plus de la question de l'oléoduc, qui n'a pas passé chez les conservateurs, un point encore plus qui divise, et ça, on n'a pas voulu en parler aussi, c'est le projet de loi 21, que là, c'est pas juste... aujourd'hui, là, on a préféré ne pas en parler. Pourtant, là, c'est drôle parce qu'à cette rencontre-là, la plupart des premiers ministres présents là avaient soit dénoncé publiquement le projet de loi 21 ou avaient fait adopter une motion, dans le cas de Doug Ford, une motion pour condamner le projet de loi 21 en Ontario. Donc, c'est drôle de voir les titres qui sont déjà sortis là, des 2 jours là, de cette rencontre de la Fédération, qui est un organisme né, qui a été conçu aussi, entre autres, par Jean Charest à l'époque, qui a été mené aussi par Couillard. C'est un organisme essentiellement là, qui soulève pas trop de débats, qui essaie en coulisses d'aller chercher le maximum d'informations pour essayer là, de mieux contrôler cette fédération-là. On n'a pas réglé grand-chose hier et aujourd'hui là-dedans. Et ce qu'on voit encore une fois, si on lit à travers les lignes, quand on nous dit qu'on évite les sujets qui fâchent, hein, on a évité de parler du projet de loi 21, on a évité de parler de la péréquation, puis on a évité de parler du pipeline. Donc, tous ces sujets-là, moi, je vous l'ai dit, la conférence de Québec qui va avoir lieu cet été va être un point tournant dans ce débat-là. C'est là qu'on va voir si François Legault se couche ou se lève pour le Québec. Je pense que ça va être une date très importante là, au niveau politique. Ça fait tellement réfléchir le Canada anglais parce que ça va se tenir au Québec. Donc, ça va être difficile de cacher ça et d'essayer. C'est plus facile là, pour les Québécois de voir qu'est-ce qui va se passer. On va avoir abouti toutes les discussions concernant la péréquation, parce qu'un fait que je veux qu'on analyse suite à la rencontre qui a eu lieu aujourd'hui entre ces premiers ministres-là et les représentants des territoires canadiens, il y était 13 en tout, hein, pour être sûr de noyer le Québec comme il faut, 13
Je vois pas ce que le Québec a à négocier avec l'île du Prince-Édouard. En tout cas, ils sont considérés une parmi tant d'autres. Le Québec est un sur 13. Ça, c'est une des belles qualités du système fédéral. Ça nous noie dans le magma canadien. Bref, j'aimerais qu'on analyse ensemble. Ils ont tous évité les sujets qui fâchent. Ils ne nous ont pas parlé de la péréquation, mais ils nous ont mis dans l'idée un nouveau mot. Un peu comme la même stratégie de l'oléoduc, où là, on nous parlait de corridor énergétique. Pour essayer d'éviter de parler de la péréquation, les provinces anglaises nous amènent dans un sujet que c'est la première fois, moi, je vois apparaître, un problème de stabilisation fiscale qui viendra en aide aux provinces là, qui en ont besoin pour répondre mieux aux besoins factuels là, des contemporains des provinces dans la misère. Donc, moi, de la façon que je vois ça, à mon avis, là, c'est encore une fois là, la menace albertaine qui fait son chemin, où on va essayer de trouver un programme qui va fermer la gueule à l'Alberta. Je pense qu'on a réussi à prouver à l'Alberta de Jason Kenney, parce que Jason Kenney a roulé longtemps pendant sa campagne électorale. Ça marchait en Alberta. Tu parles juste à ton monde. Tu sais que ça ne se parlera pas trop ailleurs. Ils sont quand même assez isolés. Il a roulé sur l'idée que l'Alberta, avec son pétrole, envoyait 13 milliards au Québec. Ça a frappé l'imaginaire des électeurs. Ça lui a permis de gagner l'élection. Mais avec le calcul, entre autres, que je vous invite il y a René Ricard, il y a M. Jean-Jacques Nantel qui l'a expliqué dans mes émissions. Il y a Filion aussi qui en a parlé à Radio-Canada. On a réussi à voir que dans l'enveloppe là, du 13 milliards, puis pas juste du 13 milliards, même je vous induis en erreur, sur l'enveloppe de la péréquation qui est aux alentours de 20 milliards, que le Québec, quand on analyse, là, reçoit 13 milliards, mais c'est pas... quand on analyse ça, il y a une partie là-dedans qu'on se donne à nous-mêmes. On a vu avec les calculs de Filion que l'Alberta mettait dans cette pot-là 1,8 milliard. Donc là, on est très loin du 13 milliards de Jason Kenney. Et donc, on essaie peut-être là, du côté du Canada anglais de dire, OK, Jason, tu as fait ta job, on lui donne une petite tape dans le dos, tu as fait ta job, tu as fait assez peur aux larbins québécois, entre autres, qui croient tout à ça, là, que si on ne fait pas attention, entre autres, on avait reproché à François Legault d'avoir parlé du pétrole sale. Ça, Christian Dufour de Radio-Canada puis de la presse avait reproché ça à Legault, puis Jonathan Trudeau également. Il y a aussi le journaliste François Cardinal de la presse qui reproche à Legault, indirectement et directement, d'avoir mis le feu aux poudres du côté du Canada anglais. Puis on mérite les propos qu'on a à notre endroit actuellement au Canada anglais. François Cardinal... J'ai regardé, je ne le connaissais pas trop avant, j'ai regardé un peu son pedigree, a gagné plusieurs prix canadiens du journalisme, il a gagné le prix Claude Ryan la semaine passée. Bref, quand on regarde cet article-là, je vous reparlerai de ça tantôt si j'ai le temps. Je veux finir avec Jason Kenney. Jason Kenney, on lui a expliqué que c'est pas 13 milliards qu'il donnait au Québec. Puis, on a pété la balloune à Jason Kenney. Et là, en fait, ce programme-là, stabilisation fiscale, c'est peut-être une façon. Pour eux autres, là, 1,8 milliard, ça ne sort pas directement de leur poche. Ils vont prendre ça dans un programme canadien qui vont nous perdre dans la brume. Puis ils vont dire à Jason Kenney, parfait, tu as fait ta job, Jason. À cette heure, arrête de nous parler du séparatisme. Ça a fait son temps. Maintenant, là, on va te le donner, le 1,8 milliard. Puis on
on va remettre le couvercle sur la marmite, puis tu n'en parles plus de ça. Donc, c'est un peu ça que je trouve qui a transpiré. On continue à suivre. Parce que là, avant la conférence de Québec, on apprend aussi la nouvelle qu'on voudrait refaire dans les prochaines semaines une rencontre des premiers ministres et des représentants des territoires pour essayer de trouver une solution à l'unité canadienne en ce moment. Parce que même si on met le couvercle sur la marmite en ce moment, il y a une population en Alberta qui n'a pas oublié. Si Jason Kenney, c'était juste une menace pendant la campagne électorale, on est capable de comprendre ça, nous autres, au Québec, parce qu'on se l'est peut-être fait jouer le tour de temps en temps par nos chefs nationalistes. Donc, ça reste qu'il y a une empreinte qui reste en Alberta sur l'électorat. Ça va-tu se transformer en un parti vraiment autonome de tous les autres partis, comme au Québec, qui va prôner l'indépendance puis qui va vraiment vouloir séparer l'Alberta du reste du Canada? Bref, à mon avis, M. Nantel nous l'a expliqué aussi, et surtout M. Nantel, que l'Alberta, là, ce projet-là n'était qu'une menace passagère, un projet qui ne tenait pas la route. Ils n'ont pas les critères au niveau national pour se séparer au niveau international. Donc, on ne sépare pas une région comme l'Alberta pour des raisons de péréquation. Et au bout de la ligne, là, depuis 2 semaines, là, on voit le changement d'attitude, on voit que la menace est disparue. Et là, on est en train de préparer entre provinces anglaises une poutine qui va satisfaire tout le monde. Puis, on va passer à autre chose. Mais moi, je pense que c'est pas de même que ça va se passer. François Legault, aujourd'hui, est resté encore très poli. S'est fait rencontrer par celui qui a reçu tous les premiers ministres, c'est-à-dire Doug Ford. Doug Ford est celui, maintenant, qui défend l'unité canadienne. Donc, c'est lui le représentant pour le Canada. Et on va voir, là, ce leadership. J'ai hâte de voir. Moi, je pense qu'il essaye de changer nos acteurs. Je vous l'ai dit, il se passe le relais. Jason Kenney, Pallister jeudi, Higgs, n'oubliez pas Higgs aussi au Nouveau-Brunswick, qui de temps en temps nous donne un petit coup du côté de l'Est. Et les autres là, qui vont suivre parce qu'ils se parlent entre eux autres. Puis on l'a vu à la nuit des longs couteaux, on l'a vu dans toutes sortes de projets. On finit toujours par s'entendre entre provinces anglaises, puis le Québec n'a qu'à suivre. Alors, on espère que ça va se terminer bientôt. Ça termine cette première partie de l'émission. Maintenant, je voulais parler de Brian Pallister. Une belle petite caricature de mon ami Jean Rapanux qui à ma demande, et j'ai dit sors-moi quelque chose sur Brian Pallister. Et son réflexe, là, je veux qu'on analyse ensemble quelques minutes les propos de Brian Pallister par rapport au projet de loi 21 et sa position multiculturaliste que Boucard Diouf a, entre autres, dénoncée. On voit que la pensée multiculturaliste a un ascendant sur le nationalisme québécois. Elle se permet de lui faire la leçon et ça devient insupportable. Et depuis l'ère Justin Trudeau, où vraiment la politique multiculturaliste a été mise à nu, parce que c'est pas juste depuis Justin Trudeau qu'elle est là, cette politique-là du multiculturalisme. Elle est là depuis les années 70. Elle a été mise dans notre Constitution. Elle a été cadenassée dans notre Constitution de force, sans notre consentement, en 82. Et à l'époque, nos leaders, Pierre Bourgault et compagnie, nous ont bien expliqué qu'est-ce que ça allait faire comme effet, qui était très difficile de l'expliquer à ce moment-là,
mais que quand on allait voir les effets tranquillement de cette politique-là à travers les années, les décennies, que essentiellement, puis c'est Pierre Bourgault qui donne l'image, puis je tiens à vous la rappeler, quand l'image est bonne, pourquoi en inventer un autre? Il dit, c'est comme mettre dans une cage un lion puis 10 lapins. On sait très bien qu'à la fin de la journée, il va rester juste un lion. Et c'est l'image qu'on voit actuellement sur l'île de Montréal, entre autres, où la technique multiculturaliste a fonctionné très bien. C'est une technique anglo-saxonne qu'on va voir tantôt dans l'histoire de l'orangisme au Canada. Vous allez voir que les techniques de remplacement de la population, là, c'est pas nouveau. On n'a pas réinventé ça avec le Canada d'après le référendum de 95. Même si la politique multiculturaliste s'est amplifiée, entre autres avec la politique des commandites, où vraiment on a fait une propagande sur tout. Là. On se mêlait à toutes les fêtes foraines un peu partout à travers le Québec. Le gouvernement canadien, après 95, et ça a fait ensuite la commission Gomery, il s'est passé des gestes au Canada avant, pendant et après le référendum pour vraiment répondre à la menace souverainiste au Québec. Et c'est venu aussi amplifier cette politique-là multiculturaliste qu'on subit au Québec, puis que ça a changé de nom, puis ceux qui l'ont opéré, pas juste au Québec, à travers le Canada, ils ont changé de nom. À travers l'histoire, quand on essaie de comprendre un peu pourquoi cette haine envers les Québécois dans le reste du Québec, du Canada, et les réactions face à nos différences, ben c'est vraiment ancré dans le Canada anglais. Et Brian Pallister, dans son idée de nous faire la leçon jeudi dernier, en nous envoyant des annonces sur les 21 bonnes raisons d'aller vivre au Manitoba, en décriant, on a vraiment beurré épais. C'est ce genre d'action-là, là, c'est l'équivalent, rappelez-vous, à Sault-Sainte-Marie, organisé à peu près par la même mentalité qu'on va analyser là, tranquillement d'ici la fin de l'émission, c'est-à-dire une haine qui a été montée de toutes pièces par les colonisateurs, cette haine des Québécois-là. Rappelez-vous de Sault-Sainte-Marie, où on a piloté le drapeau du Québec dans le temps de l'accord du Lac-Meech, où selon certains, là, on en donnait beaucoup trop au Québec. Et c'est comme ça là, qu'on a réglé le cas du Québec. Puis je tiens à vous dire, là, pour me rappeler un peu de l'accord du Lac-Meech, rappelez-vous ceux qui ont mis fin à cet accord-là. Ça a été vraiment il y avait un Amérindien dénommé Harper, là, et je me rappelle de sa plume. Puis il y avait aussi un représentant de Terre-Neuve. Je me demande si c'était pas le premier ministre de Terre-Neuve. Juste à cause de leur remise, puis ils ne représentaient pas quand même un grand nombre. Eux, ils ont mis fin à l'accord du Lac-Meech, puis ça a permis aux autres de s'en laver les mains, puis de rire dans leur barbe en arrière des rideaux. Mais quand l'accord du Lac-Meech est tombé, rappelez-vous la facilité là, qu'on a mis fin à ce projet-là. Puis comment souvent on aime se passer de l'idée du Québec à l'intérieur du Canada. Même si le Québec représente en population pas mal plus que ces deux-là. C'est pour vous montrer comment il y a deux poids, deux mesures à l'intérieur de ce pays-là. Je m'en souviens. Bref, Brian Pallister, en se montrant au-dessus, est très au-dessus. Et il nous rappelle un peu cette mentalité-là suprémaciste anglo-saxon. Puis de où ça vient? Encore une fois, j'ai partagé, je vais le repartager entre les deux émissions, une excellente conférence. Je m'étais trompé de nom hier à l'émission de Jean-Marc. Une excellente conférence de Pierre-Luc Bégin qui nous fait le tour de l'histoire, à sa manière, là, de l'histoire de l'orangisme au Canada. Et
Je tiens à finir l'émission là-dessus. Je pense qu'il va nous rester environ 20 minutes. Ça va me permettre de vous jaser comme il faut de ce sujet-là, de me rappeler de mes cours d'histoire que je donnais à mes étudiants, parce que ça m'a rappelé toutes sortes de jalons de mon histoire, puis de la façon que je le racontais dans le temps, qui serait vraiment très différent aujourd'hui avec ce que je sais des orangistes. Je vais vous l'expliquer tout au long là, du petit résumé que je vous fais de l'histoire de l'orangisme. Pour, en tout cas, parce que c'est eux autres qui... vous êtes, mes auditeurs, les personnes les plus importantes. Je pense que sur les 150, l'orangisme, il y en a beaucoup qui le connaissent. J'ai des auditeurs très, pas mal plus calés que moi en histoire, qui m'aident beaucoup à comprendre, d'ailleurs. Donc, pour ce que j'en sais aujourd'hui, et puis je suis content, Jean-Marc, que tu me sortes ce drapeau-là, parce qu'effectivement, on pourrait commencer ça. Si vous voyez ce drapeau-là, que Jean-Marc va nous montrer dans quelques instants, c'est le drapeau officiel là, des orangistes. Il ressemble un peu au drapeau ontarien, l'Union Jack là, de l'époque, qui était aussi l'emblème du Québec. Là. Ça, c'est le drapeau des orangistes. Ça vient de où, ça, l'orangisme? Puis pourquoi on appelle ça l'orangisme? À première vue, un orange, je sais pas, ça n'a pas l'air très raciste. Même, on a... le mot fait pas peur, fait qu'on va pouvoir en parler un petit peu plus longtemps. L'orangisme, ça vient du nom du roi qui a remporté une victoire historique en 1690, c'est-à-dire à la fin du 17e siècle. Il y a eu une guerre de religion. Puis pour plusieurs, et quand les jeunes écoutent ça, c'est difficile à comprendre, mais entre autres au Québec, on n'a pas ce réflexe-là de vouloir se battre pour la religion. On a de la misère à comprendre ça, mais c'est ça. En Irlande, puis encore aujourd'hui, puis quand je parle à d'autres dans le monde, des fois, je vois qu'il y en a qui ont des principes religieux beaucoup plus ancrés. Et donc, sans trop rentrer dans les détails, pourquoi qu'on appelle ça l'orangisme? Ça vient d'une victoire de Guillaume d'Orange sur Jacques II, le catholique, qui en Irlande a perdu une bataille mémorable sur la rivière La Bonté, ou je ne sais pas trop. Là. Donc, les faits là-dessus, là, je ne veux pas trop vous mêler là-dessus. 1690, l'Irlande perd une guerre, les Irlandais catholiques perdent une guerre importante qui va marquer là, le moral des troupes là-bas et qui va permettre aux protestants britanniques d'occuper le territoire. Et l'orangisme et les fanatiques par rapport à cette guerre-là religieuse, c'est en Irlande que va essentiellement naître les principes de l'orangisme, c'est-à-dire ils haïssaient énormément le pape. Les protestants, on sait que leur papesse à eux autres, là, c'est la reine Élisabeth II, c'est le roi d'Angleterre. Donc, tu promets au Canada encore sa Bible, puis tu promets à la reine d'Angleterre. Guillaume d'Orange va, en 1690, l'emporter et on va occuper l'Irlande. Donc, 1690, là, on va commencer, les Anglais vont commencer à peupler l'Irlande. Il va y avoir beaucoup là, d'escarmouches entre... et je connais pas précisément l'histoire, mais on n'a pas à fouiller trop longtemps pour... comprendre là, que ça va être très dur. On a été, les jeunes aussi, parlez-leur de YouTube, puis ça peut les intéresser sur le sujet. Il y a une guerre de religion là depuis fort longtemps. Et en 1690, ça a marqué en tout cas un point tournant là-bas. Et de 1690, on s'est développé à travers l'Irlande, ensuite l'Écosse, puis ensuite, dans les îles britanniques, cette idée-là là, que les terres anglaises devaient être protestantes. Et donc, il y a un sentiment fort anticatholique, autant dans les colonies de la couronne britannique,
va se développer à travers, entre autres, les militaires, une pensée très xénophobe qui veut que les colonies soient anglaises, protestantes et portent fidélité à la monarchie britannique. Et donc, ça va devenir de plus en plus une guerre de religion. Là, c'est rare là, que ça s'améliore. Et au bout d'un siècle environ, va naître en Irlande permettez-moi de juste trouver la loge mère qui va contrôler maintenant, parce que le mouvement orangiste est tellement populaire, c'est organisé de façon très structurée. Il y a des loges qui commencent à apparaître. Il y a l'organisation là, qui se met en place de plus en plus. Et en 1795, le projet se concrétise comme une fédération. On va essayer de structurer ça à travers les colonies britanniques. 1795, c'est l'établissement de la maison mère en Irlande. Et là, ça va se répandre partout. Et une des colonies, en Nouvelle-Zélande, en Afrique, dans toutes les colonies anglaises, il va y avoir des loges orangistes qui vont tenir là, très mordicus. Ils vont tenir mordicus là, à leur religion. Puis tout ce que je vous ai dit tantôt, je ne me répète pas. Donc ça, c'est à travers le monde, 1795. Et la loge canadienne, elle, les premières, quand est-ce qu'ils vont apparaître? Même pas 5 ans plus tard, 1799 au Canada. Et le mouvement va avoir un succès au Canada, vraiment, ça va être très fort. 1789. Et ça va se passer à Toronto, dans la ville de York. Et les loges, vous remarquerez, vont apparaître aux endroits où les loyalistes, entre autres fraîchement arrivés, qui sont très monarchistes, très liés au pouvoir que leur donne le roi britannique. Entre autres, ceux qui, après l'indépendance américaine, vont aller vivre à l'ouest de la rivière Gatineau, dans le coin aujourd'hui l'Ontario. Donc, eux autres vont vite là, se former des loges. 1799, apparition des premières loges orangistes en Ontario. Et là, Kingston va apparaître, parce que là, on doit régler le problème des Acadiens. Parce que nous autres, là, dans ce combat-là, dans ce délire xénophobe-là, mais il faut aussi se mettre dans l'idée du temps. Donc, ça reste que nous, on répondait très bien aux critères qui les allumaient tant. Si tu avais affronté des catholiques, ça, ben les premiers orangistes se sont fait la main sur des catholiques en Irlande. Donc, en plus, là, ils en retrouvent au Canada. Donc, on était une très belle cible. Surtout, on parlait une autre langue. C'était facile à identifier. Bref, les loges vont s'étendre un peu partout dans avant l'apparition du Canada. Et là, on peut regarder aussi à travers l'histoire. Ceux qui ont appris l'histoire au secondaire, on sait qu'il y a eu l'Acte de Québec en 1774. Ensuite, il y a eu en 1790, rappelez-vous, de l'acte constitutionnel, où on va créer le Haut et le Bas-Canada. Donc, parce que le Haut-Canada, les Anglais voulaient vivre de leur bord de façon majoritaire. Ils voulaient contrôler leur territoire. Ils ne voulaient pas trop se faire embêter avec le Bas-Canada. Donc, on réussit, vous savez, ils sont très proches de la couronne britannique. Donc, on va réussir à changer la Constitution en 1790. Et là, regardez, là, c'est ça que je vous dis. Les loges orangistes vont apparaître au Canada en 1799 et ils prennent le contrôle en 1790 du Haut-Canada. Donc, nous, là, le clergé puis le peuple québécois, on ne s'occupe pas là, du développement de l'Ouest canadien. On prend ce qu'ils nous donnent.
Mais là, après ça, là, 1790, et là, on s'en va en 1830, l'époque des Patriotes. Là, les Patriotes, la plupart de ceux qui vont s'investir dans l'armée britannique pour renverser les demandes légitimes des Patriotes, fait de façon démocratique. Regardez bien votre histoire. Les Patriotes ne sont pas des rebelles, c'est des gens qui, de façon démocratique, ont travaillé plusieurs années, malgré on disait qu'on n'était pas capable de comprendre le système électoral, ça nous prenait des Britanniques pour le comprendre. On a des médecins, des notaires qui sont restés avec nous autres après la conquête, qui ont su bien défendre le peuple québécois. Puis, donc, 1830, les Patriotes, et donc, vont être, entre autres, Molson, que j'aime tant, va payer les uniformes, une partie des uniformes de l'armée qui va nous renverser, qui va renverser les Patriotes. Donc, et on sait aussi que ces groupes-là orangistes vont avoir une grosse influence pour... ils ont de l'information sur le terrain, ils ont des loges, ils se rencontrent régulièrement, secrètement, pour s'échanger de l'information puis pouvoir ensuite agir. Et à l'époque, là, la culture anglo-saxonne là, était sans pitié pour les francophones. Donc, les Patriotes. Rappelez-vous ensuite qu'il y a eu l'Acte d'Union. On a uni les deux. Et les loges, là, n'oubliez pas que les orangistes vont devenir très populaires. On dit que la première ère des orangistes, 1800-1830, surtout en Ontario, au Nouveau-Brunswick et dans certains territoires où il y a des Anglais dans le Bas-Canada. Entre autres, Gatineau, il va y en avoir plusieurs loges orangistes, Montréal, Québec et Sherbrooke. Donc, et certaines sont encore existantes aujourd'hui. C'est des gens très bien organisés, avec des conseils, conseils d'administration et avec... ils gardaient tout ça très bien... c'était très bien classé. Et on va ensuite au Canada avec la maison mère, là, contrôler les actions à travers le Canada. Hein? On l'appelle la loge pan-canadienne, qui va être... le mouvement comme tel, il naît en 1799 et la loge pan-canadienne, là, qui va... Parce que là, il va se créer plein de loges et tout ce qui va regrouper ça, là, c'est un Gowan, Eagle Gowan. Lui, en 1830, il va prendre toutes ces loges-là, il va les regrouper, il va faire des conseils dans chacune des provinces, il va structurer ça, il va se développer il va former de la relève, qu'il va ensuite essayer de placer en politique. Et vous allez voir un peu plus tard, je vais vous le dire, ça a très bien fonctionné. Parce que les orangistes ont réussi à placer du monde dans des postes importants au niveau financier, politique, sociaux. Il y avait leur nez fourré partout. C'est les mêmes techniques. Si vous écoutez d'autres films de gens, des Rockefeller, toutes les banques, comment ils prennent le contrôle souvent d'un groupement humain, ben ce qui s'est fait là de la part des orangistes, quand on comprend bien cette histoire-là, on comprend mieux aujourd'hui les réactions suprémacistes, à tout le moins, de nos voisins du Canada anglais. Ils ont l'air vraiment à se penser un peu plus brillants que nous autres. Ils ont l'air vraiment à se permettre... ils ont un ton très condescendant en ce moment qui va à l'avantage de ceux qui veulent les exposer comme moi. C'est Brian Pallister. Je fais du travail extraordinaire en ce moment pour exposer la situation. Donc, 1830, un dénommé Gowan là, prend ça en main, monte ça. Et là c'est pour vous dire. J'ai mis une citation là, qui vient d'une loge en Irlande, une des personnes qui suit bien le dossier des orangistes à travers le monde, à travers surtout les colonies britanniques.
Et on dit qu'au Canada, le mouvement a tellement bien fonctionné que c'est devenu un mode de vie. Oui, puis on l'a accepté. On a accepté aussi le message qu'elle a avec. Du seul racisme. Oui, tu fais bien de le montrer, ces événements-là de Sault-Sainte-Marie. C'est exactement la même origine. Parizeau en avait parlé, puis actuellement, on ne se fait pas piétiner de cette façon-là, mais on le ressent aussi fortement. Pour ceux qui suivent le dossier, voir ce que le Canada nous fait subir. Moi, je vis bien avec ça. Mais je peux me permettre de réagir. Donc, la maison mère, excusez-moi, hein, 1830, quand Garwan met ça en œuvre, c'est à Brockville. Donc, il y a en Ontario, il doit y avoir encore des monuments là-bas, si vous allez à Brockville, pour... on a d'autres aussi... oui, entre nos auteurs, il y en a qui ont caché les noms d'auteurs de certains ouvrages orangistes. Donc, je vous l'ai dit, c'était des gens très structurés. C'est ça, de 1830, là, ils ont eu la bataille des Patriotes, ils se sont fait la main là-dessus. Rappelez-vous, après ça, l'incendie du Parlement de Montréal, qu'on a ensuite déménagé là, en Ontario. Comment on a eu vraiment, on a assisté là à une scène où il y a un groupe à Montréal qui se sont permis d'incendier toutes sortes de commerces et ils se sont permis là, ils sont habitués à ça, par l'intimidation de nous remettre dans notre trou. Donc, si on se rappelle aussi de l'incendie du Parlement de Montréal, on a aussi brûlé là, des documents d'archives. Les Anglais savaient ce qu'ils faisaient à ce moment-là. Et en réponse à ça, plutôt que... puis on le sait pourquoi, hein? Ces Anglais-là étaient fâchés. C'est parce qu'on voulait indemniser les Patriotes qui avaient été sauvagement réprimés pour pourtant des principes très démocratiques de gouvernement responsable. Je tiens à vous le rappeler, là, les Patriotes n'exigeaient pas la pendaison du roi d'Angleterre. Ils demandaient plus de démocratie. Les médecins, les notaires, ceux qui étaient restés avec le peuple canadien-français avaient bien compris, au début du 19e siècle, 1800-1830, une montée au Bas-Canada de la pensée politique grâce à ces hommes-là qui ont su regrouper la grande majorité du peuple canadien-français de l'époque. Ils ont réussi à l'expliquer. Et en tout cas, des gens qui ne comprenaient pas le système parlementaire, on a voulu mener ça jusqu'en 1937 de façon très pacifique. Et donc, on a, en 1949, brûlé le Parlement à Montréal, puis on l'a déménagé en Ontario. Puis, et par la suite, 1920, l'apogée du mouvement orangiste. Rappelez-vous l'événement de 1917, Québec, où le général de l'époque, j'ai son nom, là, mais son nom, on va l'oublier tout de suite après l'émission, ça n'a pas d'importance. Celui qui menait les armées, qui a donné l'ordre de tirer dans la foule à Québec, qui a fait 4 morts, avait aussi... On sait que le milieu militaire est très noyauté par le mouvement orangiste. D'ailleurs, les 4 premières loges là, qui ont apparu du côté de l'Ontario, Nouveau-Brunswick et au Québec, c'était menés souvent par des militaires. Donc, on sait que le militaire est beaucoup impliqué là-dedans. Et en 1920, il y avait au-dessus de 2000 loges à travers le Canada. La Saskatchewan, au-dessus de 50 000 membres en règle. Les journaux, il y a un journal là, qui supportait, c'est la Sentinelle, je crois, qui supportait le mouvement orangiste, imprimait 250 000 copies de leurs journaux. Donc, c'était très suivi au Canada anglais. Un homme sur 3 en 1920 était membre, pas juste sympathisant, était membre de l'ordre orangiste et donc militait. Et pour vous dire, la pénétration de ce mouvement-là en 1920.
Et fait que j'ai appris aussi dans une autre vidéo, il y avait plus de loges au Canada en 1920 qu'il y en avait à la grandeur de l'Empire britannique. Donc, puis posez-vous la question, il y a eu aussi la pendaison de Louis Riel et 1885, puis les troubles ont commencé en 1870, puis lui aussi a voulu mener ça d'une façon très démocratique, mais encore une fois mené par des groupes d'orangistes. Moi, quand je l'enseignais à l'école, on l'enseigne aux étudiants que les terres des Métis se faisaient séparer par des arpenteurs géomètres. Puis on n'allait pas plus loin. Jamais qu'on a entendu parler des orangistes. Jamais qu'on a expliqué le phénomène. Pourquoi que de 1870 à 1930, il y a eu 1 million de Québécois, surtout de jeunes agriculteurs, qui ont quitté le Québec vers les États-Unis, plutôt que d'aller à un endroit où on en recherchait beaucoup, c'est-à-dire au Manitoba. Là, tout de suite après l'Ontario, vous voyez, la prochaine province, c'est le Manitoba. Donc, on ne voulait rien savoir. Puis quand Brian Pallister nous fait la leçon, bien, on peut se permettre de lui faire une leçon historique, qu'il est vraiment, il est vraiment très impoli de nous adresser à la parole de cette façon-là. Et s'ils veulent trouver une façon là, de rassembler leur beau grand pays, bien, ils ont tous avantage à changer de ton à notre endroit. C'est un changement d'attitude qu'on veut. Puis, rester calme là-dedans, de ne pas embarquer dans leur Inde. Puis, j'ai hâte de voir. En tout cas, on dit que les périodes faciles produisent des hommes faibles. Regardez nos leaders du côté du Canada anglais. Ils sont en grande panne sèche. Il va falloir qu'ils sortent de la rhétorique qu'ils nous ont habitués, là, de la peur et d'essayer de nous complexer de toutes les façons, de nous faire peur de toutes les façons. Et l'émission qui se termine essaie là, de combattre justement et qu'on puisse avancer là-dedans. Alors, merci beaucoup. C'était la 4e émission du Wexit. Puis, je vous avais promis, j'essaie d'avoir à toutes les semaines aussi des invités. Mais aujourd'hui, je tenais à vous le faire seul pour qu'on puisse parler des orangistes. Puis, à la gang, on sait tout. Continuez à m'aider en privé sur Messenger. Puis, n'hésitez pas à donner vos dons à Radio Infocité pour qu'on puisse améliorer la qualité de vos émissions. Merci, bonsoir et à tantôt au Journal du soir.